La femme tunisienne, si vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis 2012-2013, c'est essentiellement la femme tunisienne qui a fait basculer la situation qui était vraiment compromise en Tunisie. Donc Mme Salma Bakar a un parcours extrêmement varié. D'abord un parcours culturel en tant que réalisatrice de la télévision tunisienne, ensuite réalisatrice au cinéma, un parcours engagé, un parcours social, culturel et aussi un parcours politique en tant que députée à l'Assemblée constituante de 2011 à 2014. Donc aujourd'hui, on va parler surtout du parcours de la femme réalisatrice, mais aussi la femme engagée politique pendant ces dernières années, pendant ces 10 dernières années. Et nous allons ensuite vous donner la parole pour des réactions, pour des questions, pour des remarques sur la femme, sur le parcours de la femme politique et culturelle. Merci beaucoup. Bienvenue, voilà. Je vais commencer il y a très très loin, parce que depuis que j'ai commencé à faire de la politique, je me suis souvent posé la question quelle a été ma formation. Et autour de moi aussi, dans le parti El Massar, ça a suscité certains questionnements. Salma, qui prétend toujours n'avoir jamais fait de politique avant la Révolution, a pu quand même parfois jouer un rôle relativement intéressant quand elle a été à l'Assemblée nationale constituante. Et la réponse que moi j'ai trouvée, c'est dans ma formation de jeunesse, au milieu des années 60, quand j'étais membre de la Fédération tunisienne des ciné-clubs et la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Ces deux fédérations qui ont formé plusieurs générations, non seulement de cinéastes amateurs d'abord, d'autres cinéastes professionnels comme certains d'entre nous ont voulu faire de ce hobby leur métier et que nous sommes allés chercher la connaissance ailleurs, notamment ici à Paris. Mais ce qui est plus intéressant que nos premiers pas de cinéastes en herbe, c'était cette formation politique que nous avons eue. Les deux fédérations ont été un véritable vivier dans lequel les jeunes Tunisiens, qui n'avaient peut-être pas par ailleurs la possibilité de s'engager dans une réflexion sociale et politique, avaient commencé à acquérir cette réflexion politique, cette analyse politique à travers les films, notamment les classiques du cinéma et très notamment les films russes très engagés, même ceux du cinéma muet. Donc c'est là que nous avons appris à observer, à critiquer, à analyser et à rêver. À rêver que par le cinéma, on pouvait changer le monde et on pouvait intervenir pour changer quelque chose dans notre société. Bien sûr, ces deux écoles ont un peu dérangé les deux régimes politiques, celui de Bourguiba et surtout celui de Ben Ali, parce qu'en fait, il faut dire que moi j'ai commencé à exister dans celui de Bourguiba, qui nous encadrait bien. Je parle du système, bien sûr, non pas de Bourguiba, peut-être qu'il a même ignoré notre existence, mais ceux qui étaient autour nous encadraient, peut-être parce qu'ils pensaient aussi de cette manière-là pouvoir nous contrôler, mais très gentiment. Et on nous regardait un peu comme des enfants terribles dont on était parfois fiers et qui nous dérangeaient aussi un peu quand ils se prenaient vraiment au sérieux et qu'ils voulaient changer les choses. Avec Ben Ali, ça a été un peu plus dur et les deux associations, les deux fédérations ont été infiltrées par des gens qui ne portaient absolument pas les mêmes projets ni les mêmes idées politiques que nous. Et petit à petit, les deux fédérations se sont un peu vidées de leur essence même. Heureusement que maintenant tout cela a repris et que la Fédération des ciné-clubs et des cinéastes amateurs a attiré aujourd'hui, et surtout après la Révolution, beaucoup d'autres jeunes, et que de nouveau, les jeunes rêvent, et cette fois-ci le rêve est encore plus possible, qu'ils peuvent jouer un rôle important en tournant les films, en offrant à un public plus ou moins averti des images qui reflètent leur réalité. Et surtout, une réflexion politique qui peut aller
parfois même au-delà de ce que certains partis proposent aujourd'hui. Donc, toute cette formation a accompagné tout mon travail de cinéaste plus tard, parce que j'étais toujours convaincue par cette idée clé que par l'image, par le cinéma, on pouvait changer et que la lutte pouvait se situer à ce niveau-là et qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir un parti derrière soi ou avec soi autour de soi pour pouvoir intervenir. C'est comme ça que j'ai réalisé un premier film à l'occasion de l'année internationale de la femme qui est Fatma 75, qui à l'époque a été considéré comme un film opposant au discours officiel qui voulait que Bourguiba avait créé tout à partir de rien, ce peuple, cette condition de la femme et tout. Et moi, je venais avec mes 22 années de l'époque dire non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avant Bourguiba, il y avait Tahal Haddad, parce qu'avant Bourguiba, il y avait Mchila Benmrar, parce que très très loin, avant tout ce monde-là, il y a eu une Kehna berbère, il y a eu une Aziza Azmena, il y a eu une Gelejele, je suis remontée très très loin, et là on m'a dit ah non, 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 stop. Tu as beau être gentille et mignonne, mais tu n'as pas le droit de réfléchir de cette manière-là. Donc le film a été censuré pendant une trentaine d'années, jusqu'à la sortie de Rosh d'ailleurs. Et puis j'ai continué, c'est toujours des films qui ont osé braver pas toujours la politique, mais l'ordre établi. J'ai aussi fait un film sur Ahmed Bamsika, qui a aussi été un petit scandale, parce que pourquoi faire un film sur une femme chanteuse, comédienne et juive de surcroît? On a beau leur dire non, elle n'est pas uniquement juive, elle est surtout tunisienne, elle est citoyenne, elle est artiste, mais c'était comme ça. Plus tard aussi, j'ai parlé à travers Rosh du droit de la femme au plaisir et à la jouissance, autre scandale. Aujourd'hui, après la Révolution, j'ai encore commis un autre film qui est Jada, que je devais tourner avant la Révolution et qui devait raconter à peu près la même histoire, mais sans aboutir à la même réflexion, parce qu'il y a une grande différence entre raconter une histoire et choisir une thématique. Et bien sûr, Jada, peut-être, s'il a eu le succès qu'il a eu aujourd'hui à Tunis, c'est pas tant par la beauté de cette histoire ou bien la manière de jouer des comédiennes, on m'a dit beaucoup de choses. Moi, je reste convaincue que c'est un film qui a su lier le passé à un présent assez douloureux, ce présent de 2012, quand nous avons eu tous ensemble tellement peur pour le changement que voulaient nous imposer certains esprits rétrogrades quant au rôle de la femme dans la société et quant à l'image même de cette société. C'est pour ça que je me défends toujours. Quand on me dit « Pourquoi tu fais toujours des films sur les femmes ?» Je dis « Non, non, je fais des films sur la société tunisienne et non pas sur les femmes. » Donc tout cela, c'est pour présenter un peu mon propre parcours et comment j'ai pu lier et trouver ce lien toujours entre le cinéma et la vie et la politique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vous offrir des petites surprises agréables en liant mon discours à des extraits de vidéos qui ont été tournés, certaines par moi, lors de la campagne électorale 2011. Un deuxième élément qui a été tourné à une femme à laquelle je veux aujourd'hui rendre hommage, qui nous a quittés hier d'ailleurs, une réalisatrice tunisienne, Najma Sleman. Une autre, Najma était mon amie, mais elle était surtout une militante, elle aussi, et elle a tourné un film en 2014 sur comment les femmes mènent leur campagne électorale. Et donc moi j'ai pris un extrait qui concerne ma propre expérience que je vous présenterai tout à l'heure. L'autre élément qui fera certainement très très plaisir à la plupart d'entre vous, ceux qui ont vécu avec nous directement ou indirectement le sit-in du Bardo, très naturellement, je suis allée solliciter mes anciens camarades
de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, j'ai dit, est-ce que vous voulez... On a toujours été très très proche du Parti communiste sans oser faire le pas pour nous engager directement. Est-ce que vous voulez créer avec moi cette section? Ils ont dit oui. Mais qu'est-ce qu'on sait faire en matière de politique? On sait projeter des films et en débattre. Alors on a pris les films qui étaient tournés par les jeunes cinéastes qui ont tourné après la Révolution et qui ont parlé de la dictature de Ben Ali, des revendications de liberté et dignité, toutes ces images, surtout notamment le film de Mourad Bachir qui s'appelle La Khawfa Ba'da al-Yawm, plus jamais peur. Et on a nettoyé une place publique à Mamlif, à côté de la plage, pendant le mois de Ramadan. Et 2 fois par semaine, on projetait sur un grand écran improvisé les films. Et après, on invitait tout le monde à en débattre. Donc, ceux qui passaient, les gens s'arrêtaient de jouer au domino dans les cafés. Et tout le monde voulait parler de la dictature, parler des frustrations, parler de ce qu'ils attendaient de cette révolution, et ça devenait des énormes débats. Et moi, j'étais de plus en plus convaincue que la meilleure arme pour faire de la politique, c'était faire du cinéma et donner une image. Mais malheureusement, je n'étais pas la seule à penser ça, parce que les premiers embryons de ce qu'on appelle les ligues de la conservation, préservation de la révolution, et les salafistes sont venus un jour nous agresser. Ils ont essayé de casser le matériel en disant faire du cinéma dans la rue, c'est indécent. C'est indécent, c'est pas encore le haram, mais c'était presque ça. C'est contre la morale. Si vous voulez faire du cinéma, presque ça. Allez vous cacher dans les salles noires de cinéma. On serait bien allé dans les cinémas, c'était moins passionnant, mais il n'y avait plus de cinéma à Mamlif. Donc on a récidivé la semaine d'après. Quelques mois après aussi, a commencé la campagne électorale 2011. Et une fois de plus, comme je ne savais faire que du cinéma, pour faire ma campagne, j'ai pris une petite caméra et je suis allée faire du porte-à-porte. Je suis allée vers ces gens, vers ce peuple tunisien qui a été tellement brimé, qui a été tellement privé de sa liberté d'expression à travers les médias. Il n'y en avait pas beaucoup à un certain moment, il y avait que la chaîne nationale. Et on sait tous que la chaîne nationale, c'était vraiment le discours unique et le discours politique du régime de Ben Ali. Donc les gens, quand ils me voyaient arriver avec cette caméra, pour eux, je leur offrais un espace de liberté. Et ils avaient besoin de parler de leur frustration, de leur misère, de leurs rêves, de ce qu'ils attendaient. Et moi, je disais, moi, je vais être à l'Assemblée nationale, donc tout ce que vous allez me raconter à travers cette caméra, je vais essayer de le porter à travers la Tunisie entière. Je vais essayer de défendre et d'obtenir ce que vous voulez. Et les gens ont vraiment eu confiance dans cette caméra. Ils avaient besoin de parler. Il faut dire qu'à l'époque aussi, on a commencé sur toutes les chaînes de télévision à voir des images qu'on n'avait jamais vues. Les images de cette misère cachée du peuple tunisien qu'on n'avait jamais montré du temps de la dictature. Et ils voyaient d'autres compatriotes tunisiens parler de tout ça. Donc eux aussi voulaient avoir le droit à la parole. Vous allez le voir dans le premier extrait. Et c'est grâce à cette caméra que j'ai gagné la confiance des citoyens de la région de Ben Arous. Et je reste convaincue que c'est grâce à cette caméra que j'ai eu la chance et l'immense honneur, malgré toute la fatigue, malgré le stress qu'on a vécu pendant ces 4 années d'AMC, mais c'est grâce à cette caméra que j'ai pu gagner ce siège et pouvoir être là pour être le porte-parole de ces gens-là. Donc ça va être le premier extrait. C'est comment une femme cinéaste mène sa campagne électorale dans une région réputée très, très conservatrice, très fermée, où les islamistes avaient déjà beaucoup mis sur les gens. قال أنا شرارة واسمي لمن يعرفه طارق واسمي لمن لا يعرفني
محمد البوعزيزي. نصيب الإقامة أمشي مرفوع على هامة أمشي يكسر أسقط زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. مجموعة من الأحزاب كاملة مع بعضنا، عندنا برنامج موحد وقائمة موحدة في ولاية بن عروس، وأنا رئيسة القائمة مدام سلمى. هذا برنامجنا. كان عشتك برنامج وعندك ثقة فينا وصوتنا كي تمشي تصوت تتلوج على النجمة وعدد 35. باش تصوتوا تقولوا أولوياتكم هذيك البرنامج نتاعك. هم الجزائريين احنا متوسطين. برنامجكم مكتوب كل الاولاد ولا اللي يعرف يقرا ولا اللي يعرف يقرا. في اللقاءات هذه نحاولوا باش نرجعوا الحقيقه ونقول لهم راهو احنا نحترموكم ياسر، ما نحبوش نحقروا الشعب التونسي باش نعملوا له وعود غاليه. يكتب العيد يقول نكتب دستور ومن بعد نعطيوه للنقاش. انا زاد ديما كسينمائيه وانا ندرس السينما وندرس كتابه السيناريو، نقول ديما للتلامذه بتاعي راه كتابه السيناريو ما تبداش وقت اللي تشد ستيلو ولا وقت تقعد قدام الاورديناتور بتاعك، راهي كتابه السيناريو الحقيقه تبدا في المخ وفي الخيال. حديث عيد في القضيه مانيش هذه باش تخرج نعرف تخرج بنتي في الليل بنتي تقعد مع الطبه كابتها تحبها تخرج حره مانيش هذه ما هذه هي معنى الديمقراطيه الصحيحه، وهذه هي معنى الحريه واحترام الاحترام للاخر. كانت تفكر علينا الماء من غادينا ما عادش ينجموا هما ياكلوا. ساعات تجي ساعات ما تجيش، الناس ما يعملوا سبيسيال ولا نحن كهو. الماء فما أما الضوء ما فماش، فما عاملين لنا 4 أنبوبات في الفاتشاتا كونكوا عندنا ضوء، والداخل ما عندناش. تو نوريك منين يجيو صغيرات كي راهو في الخمسة يروحوا الدنيا ظلام وماء وتعرض لهم. القراءة كلها ما كانتش هكاكا، هزوا منها الكنوز شدوا وقالوا لها هكاكا قراءة. شكون باش تتخيل الوضعية؟ ما نقدر حتى حد. مليه ما تحب حد تتخيل؟ ما يرحموا ما عاد حتى رئيس يجي. دور على اسلاميين لا احنا كنا مسلمين. لكن هذه زعما الحزب المسلمين ما نجموا. نحن شباب مش علينا هالشيء. البوعزيزي يحرق روحه يا اخي كيكا هو ظلم خاطر هي بدات الحكايه واللي حرق عليه روحه سيبوها ينصب. هاي الدنيا قامت على خلف الانسان ينصب، وتوا هاي الامور توا مسات هي بيدها. اما توا انا نحب نقول لهم حاجه اللي راهو العباد هذيا اللي قاعده تخدم قاعده تستنى بعد الانتخابات كيما رانا احنا بعد الانتخابات ثم حكايات اخرين جديده باش احنا نقيموا بها. احنا مع حزب اللي مشينا نظلموا الاستبداد. بربي نفس مشوار. خبز طابونة باش القرية الصغار يا ماما كيكا في الكاميرا. رتيت شد علينا بالمية من واحد معناتها ما وصل له واحد روح هكا معناتها ما عادش باوي. يلزم الحكومه تخزن وضعيه الناس الزواور اللي كيفنا، الناس المزمره اللي كيفنا، يصدقني اذا كان ناقف انا وياه زوج نضيعوا في الشارع. والله غير ما نجمش، مراه الشارع ما نجمش، انا بيتي مريض، انا جات مريض. نحن عندنا خشمة اللي هو راه تونسي بصفه عامه راه عنده خشم وما يطيحوش، يصبر 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 يصبر
اذا كان دار عليك طبيبك ربي. Le pouvoir, mais réellement d'essayer de reconstruire un pays qui a subi beaucoup de blessures et surtout d'écrire cette constitution dont on rêvait. Et le témoignage sincère que je veux faire, c'est qu'on n'était pas seul. Je suis d'autant plus à l'aise de dire combien le rôle de la femme a été très important à l'intérieur de l'ANC. Les véritables fourmis ouvrières de cette assemblée, c'était les femmes, quel que soit le parti politique qu'elles représentaient. Il y avait énormément de divergences entre nous et les femmes de la Troïka, et notamment celle de Nada. Mais malgré toutes ces divergences, je ne peux pas aujourd'hui ne pas reconnaître que chacun de nous était porteur d'un projet, un vrai projet. Et chacun se battait vraiment pour imposer ses propres convictions. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, d'après moi, aujourd'hui, ce qui n'a plus été le cas depuis les élections de 2014. Et c'est pour ça que je vais vous montrer l'autre vidéo. En 2014, moi j'estime que 3 ans et demi après, nous avons acquis plus d'expérience, nous avons appris à mieux parler, nous avons appris à aller chercher plus de moyens et pourtant nous n'avons pas été capables d'arracher un seul siège. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout a changé dans le pays, que les gens qui faisaient de la politique n'étaient plus là pour défendre une constitution, n'étaient plus là pour défendre des idées, des principes. Ils étaient là pour prendre le pouvoir et chacun voulait férocement sa part de ce pouvoir. Et vote utile oblige, nous avons perdu cette bataille. Donc comme vous allez le constater, donc, cette deuxième vidéo, je tiens à la passer, c'est aussi pour montrer comment les femmes, sans aucune fausse pudeur, nous avons fait toujours les choses d'une manière différente. Parce que, moi j'estime, parce qu'on est femme, on n'a pas appliqué les choses de la même manière. Et surtout parce que cette vidéo a été tournée par Najwa Slema, comme je vous ai dit, qui m'a suivi un peu partout. Je tenais à vous la montrer et montrer comment, d'après moi, on peut faire différemment les choses. Mais j'espère que chaque fois que les femmes feront différemment les choses et la politique, ça n'aboutira pas à un échec comme l'a été le résultat des élections de 2014. جربنا نجيك بالدم فهمت ونشوفوا الحكايه الاخرى نمشيوا للمعتمده مع بعض. هي الحاله نتاعنا ولا نقول لها الشعار نتاعنا خويا كان عجبك البرنامج نتاعنا برا في الخير كان عجبك مش مشكل. حاجات يتعملوا له باش يخفوا عليه مثلا كيما الكرسي كونفور ولا لي كوش مساجات. يمكن اليوم في احباط كبير هو الفصل 31 و 42 والشرطه اللي في الملكيه الفكريه.
Mais cette défaite de 2014 ne peut pas nous faire oublier ce qui s'est passé en fait entre 2011 et 2014, ne peut pas nous faire oublier ni les événements tragiques que nous avons vécus et les assassinats politiques, ni surtout cette expérience qui a commencé par un drame, qui est l'assassinat de Mohamed Brahmi, notre ami et collègue Mohamed Brahmi, mais surtout ne peut pas nous faire oublier ce rêve magnifique, passionné et passionnel du sit-in du Bardo, où on a vu des milliers de citoyens et surtout de citoyennes qui se sont mobilisés pour défendre à pleines dents, à pleines griffes, ce pays et ce pays qu'on voulait, qui devait correspondre absolument à tout ce dont nous avons toujours rêvé, un pays progressiste, moderniste, démocratique, dans lequel tous les citoyens et citoyennes devaient avoir les mêmes droits, un pays où on tient compte de la différence des minorités et un pays qui respecte les convictions, les droits, qui reconnaît les libertés individuelles, la liberté de conscience, toutes ces choses magnifiques que nous sommes arrivés après à imposer. Je dis bien imposer parce que malgré tous les discours officiels aujourd'hui de certains qui disent « Ah oui, on était là pour que cette constitution soit ce qu'elle est », mais la bataille a été vraiment très 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 dure. Mais si nous avons pu gagner cette bataille, c'est grâce beaucoup à la société civile et cette partie très importante de la société civile qui était les femmes. Donc le sit-in du Bardo a été pris en charge par les femmes. Elles ont mené ce sit-in, elles l'ont organisé, elles ont été à la fois les militantes, les politiciennes, les députés, mais elles ont été aussi la simple citoyenne, la mère nourricière. On n'oubliera jamais tous ces plats qu'on nous a même reprochés après, et le riz aux fruits secs, etc., toute cette polémique autour de ça. Mais les femmes étaient là. Et chaque fois que j'en parle, il y a beaucoup de visages qui reviennent vers moi. Bien sûr, il y avait peut-être pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole sur le podium officiel, mais derrière tous ces beaux discours, c'était nous les femmes qui organisons la prise de parole justement. C'était les femmes qui préparaient les sandwichs pour que nos jeunes puissent tenir le coup toute la soirée. C'était les femmes, je me rappelle, cette Khalte Habiba, une très très vieille dame qui venait tous les jours, dont on ne savait pas d'où. Elle a toujours refusé de nous dire d'où elle venait. Elle a toujours refusé de se faire accompagner. Elle était là, elle demandait uniquement une chaise pour s'asseoir. Et elle était là pour faire des prières, pour nous apporter ce qu'elle appelait le barka. Et elle disait, je ne veux pas vous quitter. Si je m'absente un jour, il y a risque que vous perdez la bataille. Et moi, je veux que vous gagnez cette bataille. Et donc, elle était vraiment là. Elle arrivait en début d'après-midi, elle partait le soir, très discrètement. Et ce n'est que beaucoup plus tard, après avoir voté le Destour, que Nedia Chaben, Noumen Ferri et moi, on a pu avoir les coordonnées de cette dame parce qu'elle nous disait tout le temps. On lui disait, mais mange avec nous, parce qu'il y avait de tout. Je dis, non, je ne mangerai avec vous que quand vous aurez tout gagné, et là, je vous inviterai. Et un jour, elle a téléphoné à Noumen, elle dit, je veux que Nedia Salma et Noumen, vous venez manger chez moi. Et c'est là où on a découvert qu'elle avait une fille de 45 ans, handicapée, qui ne pouvait pas bouger. Tous les matins, elle se levait, elle faisait la toilette de sa fille, elle a confié à une voisine et elle venait pour nous tenir compagnie, tout simplement. En plus de toutes celles qui, comme je disais, qui préparaient les plats, qui venaient voir si quelqu'un avait besoin de médicaments ou autres, les femmes médecins, enfin toutes ces femmes magnifiques. Et aussi l'autre souvenir que vous allez voir ici, c'est la fameuse marche du 13 août 2012, quand non seulement des milliers de femmes
descendus dans la rue, mais aussi des milliers d'hommes, ces citoyens tunisiens qui voulaient leur liberté eux aussi, qui voulaient vivre dans la dignité et qui ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas vivre dans une société où la moitié de la société ne peut pas jouir des mêmes droits. Donc ça, c'est des hommes aussi à qui j'ai toujours envie de rendre hommage, parce que les femmes défendent leurs droits, c'est une chose évidente, mais que des hommes aient un tel niveau de conscience, de citoyenneté, c'est vraiment quelque chose à reconnaître et à garder dans notre mémoire. Et encore une fois, dans le sit-in, comme vous allez pouvoir le voir dans la prochaine vidéo, les femmes faisaient les choses, mais différemment. Et on n'avait pas honte d'être différente. Tous les soirs, par exemple, il y avait une tradition, à partir de 1h du matin, il y avait des mariés qui venaient chercher la baraka du sit-in du Bardo. Et ça a commencé une fois par une, qui a dit à toute sa famille, je ne me marierai pas si vous ne me promettez pas de me ramener le soir, je veux danser sur la place. Et elle est venue le premier soir, et puis depuis ce soir-là, il y a eu plusieurs couples qui venaient, on les attendait, parfois on avait sommeil, on voulait aller dormir sous une tente, ou on voulait rentrer chez nous, mais on disait il ne faut pas partir avant 1h, 1h30, parce qu'il fallait attendre ces jeunes mariés. Et tout ça, peut-être c'est la petite histoire, mais c'est ça la vie qui a existé au Bardo, et c'est grâce à des petits détails comme ça, qui, à mon avis, où seules les femmes peuvent s'attacher à des détails comme ça, qui ont fait qu'on a tenu le coup pendant 2 mois et demi ou 3 mois. On était là et on était une immense famille. On finissait, d'ailleurs, beaucoup de ces jeunes se sont connus dans le sit-in, ils ont décidé de se marier. Donc, c'était toute cette vie et cette solidarité. C'était une famille à l'échelle de milliers de personnes. Et c'est grâce à cette force, il y a cette union qui s'est créée que nous avons pu aller jusqu'au le dialogue national. Puis après, on est retourné à l'ANC et là ont commencé aussi les discussions, les négociations, certaines se passaient au dialogue national et d'autres à l'ANC. Et c'est grâce à tout cela que nous avons pu sauver les principes fondamentaux de ce qu'on voulait, de cette société dans laquelle on voulait vivre et de cette constitution dont on avait rêvé. بالنسبه للتنظيم اللي تصورناه باش يكون هو زاد رمزي، ماناش باش نعملوا مسيره ولكن باش نعملوا جسر متكون من بشر، من اجساد ينطلقوا من 5 نقاط. الناس الكل باش تشد ايدين بعضها، اذا كان كنا بعاد وماناش برشا ممكن كل جسد ياخذ مترو ومن بعد كل جسد ينجم ياخذ 4 مترو، اللي في اخر المطاف نوليو جسر كامل من بطحه باردو حتى الى القصبه. ان شاء الله تكون هذه معناتها الصوره تكون رمزيا واضحه
وأنه نحبوها ترمز على الوحدة اللي موجودة والإرادة الجامعة ما بين النواب وبقية الشعب التونسي. شوية إبداع وإخراج، أما هو راهو إخراج جماعي تشاركوا فيه على القليلة 20,000 مواطن تونسي من بطحة الباردو حتى القصبة. مرة أخرى الشعب التونسي والنواب متاعو حبوا يعبروا على تضامنهم مع بعضهم اللي هما فرد كلمة واحدة. وقلت رغم الداء والأعداء والأساء اللي في قلوبنا زاد على زميلنا محمد إبراهيم. Dans la commission des consensus qui sont Rim Mahjoub et Salma Mabrouk et qui se sont vraiment battus. Moi j'étais de l'autre côté, j'étais le marionnettiste puisque j'étais à l'époque présidente du groupe démocrate et c'est grâce à toute cette organisation, à tout ce dévouement des femmes à l'intérieur de l'ANC que nous avons pu sauver l'essentiel de cette constitution. Et pour mieux illustrer cette période de combat sur les principes fondamentaux, j'arrive à la fin de mon intervention pour arriver à sauvegarder cette Tunisie moderne et progressiste dans laquelle nous voulons que nos enfants continuent à vivre. Je vous offre la dernière séquence qui peut-être s'exprimera beaucoup mieux que moi. إن التنصيص على الشريعة داخل توطئة دستورنا جديد يعتبر تراجعاً على الحقوق اللي تتمتع بها المرأة وضرباً للمكاسب التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية. كما يشكل خطراً على نمط المجتمع التونسي واللي نطالبوا به احنا هي دولة مدنية تحفظ كرامة الإنسان وترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ولكن فما شكون يحب يستند على الشريعة كمصدر أساسي للدستور باش ينجم يأول الدين كيف ما يحب ويشرع القوانين اللي تتماشى مع مصالحه، ويقول زاده اللي يرفض التنصيص على دين الدولة هو خايف من الإسلام. صحيح احنا خايفين اما مش من الإسلام. خوفنا من اللي باسم الدين ينصب روحه وصي على البشر قدام خالقه. خوفنا من اللي يدعي مدنية الدولة هو يحلم بإحياء الخلافة وإرجاعنا للقرون الوسطى. خوفنا زادة من اللي يتظاهر بالتمسك بالقيم السامية للإسلام وفي نفس الوقت يدعو إلى قمع الناس وسلب الحريات وقطع اليدين والساقين. خوفنا زادة ما مثلكم ما تقطعونيش يا عيشكم ما مثلكم. خوفنا زادة من اللي يحكي على حرية وكرامة المرأة ويدعو إلى ختان البنات. خوفنا زادة من اللي باسم الإسلام يحب يفرض عيشة نمطية غريبة على التونسي ويرجع المرأة لعهد العبودية. الله لا يرجعنا مراجع سوا.
ولا لا يرجعنا للي قتلوهم ماتنا وجداتنا من قمع بسبب التفاسير الرجعية للدين. وشكرا. C'est un beau mélange. La vie, le cinéma et la politique. Je ne suis pas schizophrène. C'est un peu. Voilà. Donc on va passer peut-être à la deuxième partie de ce programme. Si vous voulez faire des remarques, poser des questions, débattre. Vous disputez entre vous, c'est pas mal. Que pensez-vous de l'avenir de la femme d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans? Ouais. C'est l'avenir de la Tunisie. De la femme tunisienne, oui. Que sont-elles devenues? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce jour à aujourd'hui? Comment vivent-elles? D'abord, permettez-moi de vous dire que vous êtes magnifique. Et restez comme vous êtes. Vraiment, Ariel, il est un peu tard pour ça aussi. Ma question, alors la Tunisie prochainement se prépare pour les élections municipales. Alors est-ce que vous voyez que la femme elle est assez présente dans le paysage politique, et est-ce que la femme tunisienne elle est assez, elle est assez formée, elle a assez d'expérience pour être présente et pour confirmer sa présence dans la politique? Oui. Oui, bonjour. En fait, c'est une question assez difficile et j'aimerais avoir votre avis personnel dessus. Concernant le voile islamique, est-ce que pour vous c'est un signe de soumission ou de liberté individuelle? Que pensez-vous de l'avenir de la femme? Moi, je dirais, que pensons-nous tous de l'avenir de notre pays, la Tunisie? Je pense que nous sommes en train de vivre une période très difficile, que nous nageons, je n'aime pas beaucoup cette expression, mais nous nageons en eau trouble, parce que les choix politiques aujourd'hui de certains ne sont pas clairs du tout. Parce qu'après les élections de 2014, il y a eu des alliances contre nature. Et que quand il n'y a pas de clarté, c'est difficile de trouver des solutions. Ça, c'est une analyse très objective que je fais. Mais si je suis, comme d'habitude, mon instinct et mon cœur, je dirais que c'est normal de passer par des moments d'incertitude comme celle-là, mais que je suis sûre que nous sommes tous, quand je parle tous, ça veut dire le peuple tunisien, est en train de se forger, d'avoir des armes. Et les vraies armes, c'est des armes d'analyse. D'être capable d'analyser une situation. Si on est capable d'analyser une situation, petit à petit, on va trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très très rassuré de voir aujourd'hui, 7 ans après la Révolution, de voir tous ces principes pour lesquels nous avons rêvé, la liberté, la dignité, c'est pas là du tout. On ne va pas se raconter des histoires, mais je pense qu'après tout mouvement aussi important qu'une révolution, c'est normal qu'une société passe par des moments troubles comme ça,
Après tout, la Révolution française a mis presque un siècle pour retrouver un équilibre de démocratie encore. C'est jamais parfait. De toute manière, l'histoire et l'être humain est toujours appelé à faire évoluer les choses. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a une rupture de confiance entre les citoyens et les partis politiques. Et ça, c'est une chose très grave. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé au lendemain au lendemain de la Révolution, quand il y a eu d'abord les partis d'opposition qui existaient du temps de Bourguiba et de Ben Ali qui se sont libérés, qui ont eu droit d'existence. Il y a eu même les partis clandestins, notamment le parti islamique, qui est revenu. Et pourquoi pas, si on est des vrais démocrates, il faut accepter la différence, il faut accepter l'autre, à condition que l'autre puisse lui aussi faire preuve d'un minimum de démocratie pour ne pas vouloir imposer un changement radical à une société qui ne le veut pas du tout. Donc moi je pense qu'on ne peut pas se permettre, et personnellement c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je refuse toujours qu'on me dise tu fais des films sur les femmes. Moi je dis je fais des films sur la société tunisienne. Parce que la femme, on ne peut pas étudier la femme, ni l'homme d'ailleurs, indépendamment d'un contexte général d'un pays et d'une société. Donc je pense que et c'est ça ce que les hommes dont je parlais aussi tout à l'heure ont compris, les hommes démocrates, les hommes progressistes, qui ne peuvent pas faire évoluer leur propre liberté si la moitié de la société ne peut pas jouir des droits et des libertés. Mais ça, c'est un très très long travail, aussi bien politique, mais surtout culturel et d'éducation. C'est ça le travail, parce que là maintenant on peut trouver des solutions, on peut passer par des compromis, des consensus, des ceci, chacun peut mettre un peu d'eau dans son verre. Quand je dis chacun, ça veut dire notamment les partis politiques, mais comment faire pour faire un travail de fond à très long terme? Il faut énormément de patience, il faut surtout une véritable stratégie et une véritable politique culturelle et de l'éducation. Et on est loin de ça, malheureusement. Oui, la précarité. Moi, ces gens-là, je continue toujours à être en contact parce que je vis à Mamlif et donc je suis très très proche de tous ces quartiers que j'ai filmés. C'est des gens que je continue à voir. La société civile qui est un peu plus aisée a conscience de toutes ces injustices sociales. Elle fait de son mieux, mais ce n'est pas suffisant du tout. Et la précarité, non seulement elle est là, mais elle s'est même un peu aggravée, vu le taux de chômage, vu la cherté de la vie. Donc ces gens-là continuent à peiner. La seule chose qui a changé, c'est que ce n'est plus... c'est toujours des laissés pour compte, mais ce n'est plus des gens qu'on peut ignorer ou cacher. C'est la seule chose, le seul point à qui est positif aujourd'hui. Et qu'ils revendiquent, eux-mêmes revendiquent. Et ça, c'est très important aussi. Les élections municipales et les femmes. C'est vrai que les femmes, malgré tous les rôles importants qu'elles ont joués, je parlais tout à l'heure de l'ASC, je parlais du sit-in, je parle des femmes qui sont aujourd'hui présidentes et qui ont créé beaucoup d'associations dans la société civile et qui agissent. Mais c'est vrai que dans ce qu'on appelle la vraie politique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, elles sont absentes. Est-ce qu'il y a réellement des hommes qui les empêchent? Ma conviction, c'est que c'est non. Je pense que c'est un long apprentissage que nous, les femmes, nous devons faire sur nous-mêmes pour être convaincus que lorsqu'on veut jouer un rôle, on ne le vole à personne. Et c'est notre place légitime et qu'il faut qu'on fasse tout ce travail sur nous-mêmes pour avoir de plus en plus d'assurance, pour avoir la volonté aussi et pour trouver des solutions à toute cette bivalence entre notre vie de mère de famille, de femme, et le rôle qu'on pourrait jouer en tant que femme militante. Malheureusement, on a constaté dernièrement que la plupart des listes, sauf exceptionnellement et paradoxalement les listes de Narda, toutes les listes ont trouvé énormément de difficultés pour avoir des femmes.
Bon, ça vient aussi peut-être de ce désenchantement total et national. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Oh, on en a marre, on n'a pas confiance dans les partis politiques, à quoi ça sert des élections, etc. » Et ce genre de questions se pose aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Mais les femmes, pour pouvoir dire « Non, il faut que je le fasse », doivent faire plus de sacrifices et avoir plus de volonté pour aller vers tout ça. Mais sinon, est-ce que les hommes ont des formations politiques? Est-ce que tous les hommes qui font de la politique sont compétents en matière politique? Absolument pas. Moi, j'ai vu, en tout cas, cette expérience que j'ai vécue à l'ANC, je vous jure, croyez-moi, il y avait beaucoup plus de femmes, même dans le parti NAP, et surtout dans le parti NAP. Des femmes 10 fois plus compétentes que les hommes. Et pourtant, quand ils ont formé 3 gouvernements, et ils ne sont pas allés chercher leurs propres femmes dans leur propre parti. Alors qu'elles étaient là et elles étaient très agissantes, par ailleurs. On s'est toujours contenté des seconds rôles. Mais même les seconds rôles peuvent être très, très décidés de beaucoup, beaucoup de choses. Même. Je pense même qu'elles sont plus décisives parfois. Le voile et la liberté. Moi, je considère vraiment, vraiment que c'est du domaine de la liberté, même si ça a un peu parasité mon espace esthétique. Mais j'ai dépassé ça depuis. La seule chose contre laquelle je suis personnellement pas d'accord, c'est le total noir, parce qu'il constitue un danger pour cette société. Moi, si je ne comprends pas qui est caché derrière un truc noir, ça me fait peur. J'ai peur pour moi-même, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma ville, pour mon pays. Mais le reste, et puis moi je rencontre réellement des milliers de femmes qui nous ont soutenus, notamment dans le sit-in du Barreau, et qui portent le voile. Elles sont très très démocrates. Moi j'ai eu une femme déjà sur ma liste de 2011. La femme qui a le plus travaillé, qui était la plus démocrate par rapport à ses idées, c'est une grande amie, elle était voilée. Je l'ai rajoutée à la liste la veille de la remise de la liste. Il me manquait une femme, et son oncle qui est communiste, et son père aussi, qui m'appelle le soir, il me dit « Salma, j'ai une femme, c'est ma nièce, mais tu vas la refuser. » Je dis « Pourquoi ?» Il m'a dit, elle porte le voile. J'ai dit, non, je la veux, je la veux. Et j'ai été d'une démagogie avec les femmes de la NAP. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est votre exclusivité, le voile. Dis-moi, je l'ai même amenée une fois à l'ANC, je me suis baladée avec elle. Voilà, c'est Najwa Zabarti, elle était dans ma liste du Rotb de progressiste et démocrate. Donc, moi, j'ai pas d'a priori, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien aller jusqu'au fond des choses. Je n'aime pas les jugements de valeur extérieurs. Même si parfois, esthétiquement, ça me dérange. C'est uniquement ça. Quoique certaines le portent bien aussi. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus moi je trouve que ce n'est pas un problème. Ils ont assez détourné les vraies problématiques de ce pays en nous emmenant vers cette histoire d'identité arabo-musulmane qui porte le voile, qui est musulman à 100%, qui est musulman à 20%. Je trouve qu'on a été même un peu naïf de nous avoir... on s'est laissé entraîner dans ce débat qui ne valait pas la peine qu'on passe autant de temps et qu'on investisse autant d'énergie. Et d'ailleurs, vous voyez que quand la politique en a décidé autrement, quand ils ont peut-être reçu des instructions, d'ailleurs, ils n'ont aucun problème à changer de discours. Et nous, on reste braqués sur cette histoire de voix. Aujourd'hui, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, il y a de la corruption dans notre pays, il y a de l'insécurité dans notre pays, il y a un manque de clarté dans la politique économique de notre pays, et c'est de ça qu'on devrait parler. Et c'est à ça qu'on doit réfléchir, avec ou sans voile. Sans lire dans une boule de cristal, quelle chance tu estimes qu'une loi sur l'égalité de l'héritage a dans les mois qui viennent? Tout d'un coup, il va y avoir un texte de loi qui dit, bah, ça y est, il y a l'égalité.
on va trouver des petits subterfuges et tout. J'ai été opposante à Bourguiba, mais je considère que je suis une descendante de Bourguiba. Je crois beaucoup en l'évolution des choses progressivement. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir ouvrir un débat sur cette question de l'égalité, c'est quelque chose d'inestimable. Croyez-moi, quand on était la première année, en 2011 et 2012 et jusqu'à 2013, on n'osait même pas parler de ça à l'ANC. On n'osait même pas parler, dire, quand l'une de nous va parler comme ça de l'égalité, on dit laisse ça pour après, parce qu'il y avait d'autres enjeux. Aujourd'hui, on est arrivé à cet enjeu-là. Moi, je suis convaincue qu'on va y arriver. Maintenant, l'os, c'est tout à fait normal, c'est presque vrai. Mais moi, à la limite, je prends ce qu'on me donne et je m'en fous de l'intention. Je veux utiliser ça. Et aujourd'hui, il y a un vrai débat en Tunisie autour de cette question. Tout le monde s'en mêle. Tout le monde s'en mêle. Donc, on va arriver par trouver une solution à ça. Elle sera, je dis bien, elle ne sera pas à 100% comme on l'aurait voulu, mais ça va venir. Et ça, pour une fois, on a été très malin. Moi, je me rappelle, la première fois, on a commencé à débattre à l'ANC, non pas de la Constitution, mais du petit destour, le règlement intérieur. Et moi, j'ai pris la parole, et à l'époque, j'étais Hussein francophonie. Vous vous rappelez comment on nous appelait? Hussein francophonie. Alors moi, j'ai dit, je voudrais que chaque fois qu'on mette citoyen, on rajoute citoyenne. Et M. Habib Khadr, savant dans son truc, moi j'étais Hussein francophonie, lui c'était l'académicien de la langue arabe pure et dure, m'a dit, comment traduire rakeka? C'est de pléonasme, mais le mot rakeka, ça existe autrement. Et moi j'ai dit, à l'époque, l'article dont on débattait, c'était de dire chaque citoyen qui avait telle et telle condition peut présenter sa candidature. Et moi j'ai dit non, je veux qu'on mette chaque citoyen. Il a dit non, rakeka. Et après ça, tout le monde a marché sur ce truc. Et après, aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, chaque fois qu'on a mis le mot citoyen, on a mis citoyenne. Plus que ça, le fameux article 73 dont je parle, on a même mis citoyenne avant citoyen. Et donc, à propos d'héritage, moi je trouve que l'article où on a été le plus malin, nous, positivement, c'est l'article 21. À partir du moment où la Constitution reconnaît l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes, aujourd'hui, personne ne va oser dire quelque chose qui est anticonstitutionnel. Ne pas reconnaître l'égalité dans l'héritage est anticonstitutionnel. Tu ne peux pas reconnaître d'un côté, mettre l'article 21 dans la Constitution et reconnaître cette égalité entre tous les citoyens et citoyennes, dire oui, oui, on est tous égaux, sauf quand il s'agit d'héritage. Non. Même nous, les femmes, je pense que si ça ne passe pas, on serait en droit de porter plainte auprès de ou bien le tribunal administratif, ou le tribunal constitutionnel, si jamais on arrive à le créer d'ici là. Et parce que ce serait anticonstitutionnel. Bon, maintenant, les personnes dont tu parlais qui donnent un os et qui... On connaît, ça c'est les jeux politiques, ils n'osent pas trop aller, mais moi, on peut leur reconnaître d'avoir eu un certain courage, le 13, j'en parle à la fin du film, le 13 août, d'avoir dit, voilà, je vais créer une constitution qui va réfléchir et faire des propositions, entre autres, à propos de cette histoire d'égalité en matière d'héritage. C'est notre prochain combat. Juste deux mots. Le premier, c'est que sur la question de l'héritage, comme vient de le dire Selma, la question est réglée. Donc il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à tomber dans ce piège que, ah oui, c'est vrai que c'est dans la Constitution, mais on va en discuter. Peut-être on va y arriver, peut-être on ne va pas y arriver. Donc, il faut absolument fermer la porte à ce qu'on remette en cause cette... la non-égalité. L'égalité des citoyennes et des citoyens.
Autrement, effectivement, on peut tomber dans... Ça devient un os, comme cela a été dit. Donc, la deuxième chose, que ça ne se fera pas tout seul, qu'il faut continuer le combat, qu'il faut se mobiliser. Et je voulais faire juste une annonce, c'est que le 8 mars, il y a à Paris aussi, les Tunisiennes et les Tunisiens marchent pour l'égalité dans l'héritage. Donc, la marche, c'est place de la République. Après la manifestation, il faut y être nombreuses et nombreux, et il faut se mobiliser parce que c'est important, même si on est en France. Et le dernier mot sur la question du voile, la question ne se pose pas de la même manière en France et en Tunisie. Et je crois que le jeune homme qui a posé la question, il vaut mieux la poser ici, parce que c'est ici que ça se pose en termes de liberté ou pas. En Tunisie, la question ne se pose même pas. Personne n'a songé à interdire le voile dans l'espace public. Et c'est vrai, il faut absolument aller à cette marche. Et à Tunis aussi. Mohamed, à Tunis, c'est le 8 ou le 10 Le 10 à Tunis. Non, à Tunis, c'est le 10, mais ici à Paris. J'ai bien parlé d'à Paris, c'est le 8. Ouais, ce serait formidable qu'un peu partout en Europe, là où il y a la communauté tunisienne, qu'il y ait. Il y a une association qui s'appelle Univerel, qui a créé un événement qui s'appelle. Allez-y là-dessus, vous verrez les modalités. Voilà, le 8 à 17h, place de la République. Merci beaucoup.